jour de la tragédie, Bibi avait fait savoir à un reporter du New York Times que les attentats étaient une très bonne chose pour les relations israélo-américaines, avant de se corriger, précisant que ce n'était pas très bon, mais que cela suscitera une immédiate sympathie. En 2008, face à un public israélien, Bibi prendra pourtant moins de précautions oratoires. Je cite, « Nous bénéficions d'une chose, et il s'agit de l'attaque sur les tours jumelles et le Pentagone, ainsi que du combat américain en Irak. » Le 13 septembre 2001, il s'était déjà exprimé sur la chaîne BBC, reprenant exactement le discours de Baraki à propos de la guerre contre le terrorisme devant impliquer l'Irak et l'Iran. Il avait également rappelé qu'il avait lui-même envisagé, dans un ouvrage paru en 1995, 2 ans après le premier attentat contre le WTC, l'usage futur d'une bombe nucléaire contre les tours jumelles. Now imagine that the horrific toll, as horrific as it is today, would pale in comparison to hundreds of thousands or millions of casualties. What is important to understand is that you have to dismantle the entire terror empire, and especially before its main practitioners, the terror states of Iran and Iraq, acquire nuclear weapons. Faisant un nouveau parallèle avec Arafat, Bibi avait mis en garde l'Amérique contre le risque d'un attentat plus considérable dans l'avenir, si Washington n'intervenait pas de manière radicale contre les groupes États qualifiés de terroristes. Il réitéra cette menace le lendemain, lors d'un entretien accordé à la chaîne Fox News, en comparant les objectifs des terroristes à ceux de l'Allemagne nazie. Une semaine plus tard, ce sera au tour du New York Post de publier la tribune Va-t-en-guerre de Bibi, intitulée à l'instar du titre du célèbre éditorial de Jean-Marie Colombani, ou de la citation de l'allemand Peter Struck, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes tous américains ». Lors d'un récent débat consacré à l'islamisme, le journaliste Alexis Lacroix rapporta que l'expression avait été, en réalité, suggérée à l'ex-directeur du Monde par l'historien juif Alexandre Adler, dont la belle-tante, la juive Annie Kriegel, fut l'une des rares personnalités françaises à participer à la conférence de Jérusalem sur le terrorisme international, organisée en 1979 par Netanyahou. En 2001, au lendemain du 11 septembre, il y a un éditorial du Monde qui est titré « Nous sommes tous Américains ». Alors c'est un geste de solidarité qui rappelle celui du président Kennedy à Berlin. Un titre qui avait été soufflé, on peut le dire, qui avait été soufflé à Colombani par notre ami Alexandre Adler. Hein. C'est bien possible. Le 24 septembre 2001, Barack ramène droit aux honneurs du Sénat américain pour développer sa thèse. Sa proximité avec les parlementaires, devant lesquels il avait soutenu l'idée, chère à son cœur, d'une intervention en Irak, ne se démentira plus par la suite. Dans l'interview de NBC, Bibi n'omet pas, comme il le fera à plusieurs autres reprises, de s'opposer comme le Cassandre du 11 septembre. À juste titre, depuis 1979, la guerre internationale contre le terrorisme est un concept qu'il a contribué à formuler et propagé dans l'opinion publique américaine. À 32 ans, le jeune diplomate israélien, traumatisé par la mort de son frère Jonathan, lors d'une prise d'otage en Ouganda, avait déjà publié son premier ouvrage sur la question. Les années 80 seront celles de l'ascension de celui que les médias américains surnommeront rapidement, avec affection, Bibi. Devenu l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Bibi se fait remarquer par ses talents de communicant et sa propension à décliner sans cesse son sujet fétiche. Quitte à abandonner le langage feutré de la diplomatie, le thème sous-jacent de sa bataille idéologique consistait à attiser une haine anti-arabe et anti-musulmane, selon l'universitaire américano-palestinien Edward Said. Lorsque les attentats du 11 septembre 2001 sont survenus, sa parole trouva un écho grandissant dans la classe politique américaine. Son dernier livre sur la question fut immédiatement réédité.
né à Tel Aviv en 49, originaire d'une famille de Lituanie, est un pur produit des années Reagan. Il passe son enfance à Jérusalem et son adolescence à Philadelphie, aux États-Unis, avant de revenir en 1967 en Israël pour intégrer une unité secrète de l'armée sous le commandement de son futur rival du Parti travailliste, Ehud Barak lui-même. Figure éminente d'un nationalisme teinté d'ultralibéralisme et adepte du tout sécuritaire, Bibi est également un suprémaciste religieux, dans la lignée de son père, l'historien Benzion Netanyahu. Celui-ci fut un personnage clé de la mouvance terroriste de l'Irgun, alors dirigée par le juif bouffeur de Goïm, Menahem Begin, lors du mandat britannique sur la Palestine. Les deux hommes partagent le culte d'Eretz Israël, celui de la volonté de bâtir un territoire qui s'étendrait aux frontières bibliques, ce qui inclurait la Cisjordanie. Leur figure tutélaire demeure l'idéologue à l'origine du sionisme révisionniste, le juif Zeev Jabotinsky, dont Benzion Netanyahu fut le secrétaire personnel. La carrière médiatique de Netanyahu démarra à la faveur de la guerre du Golfe en 91. Il confirma le charisme que les commentateurs politiques avaient déjà remarqué au cours des années précédentes. 5 ans plus tard, devenu Premier ministre, il cultivera cependant de mauvais rapports avec l'administration Clinton, notamment en raison de son intransigeance durant les négociations avec l'autorité palestinienne. L'un de ses premiers gestes significatifs consistera à commander un bref rapport auprès de personnalités influentes, dénommé « Une coupure nette, une nouvelle stratégie pour sécuriser le royaume ». Prônant le remodelage du Moyen-Orient en faveur des intérêts américains et israéliens, ce programme sera repris 1 an plus tard dans la structuration du mouvement néoconservateur autour du laboratoire d'idées du PNAC. Quelques mois après avoir quitté son poste de Premier ministre, Bibi sera également surpris par une caméra cachée en train d'affirmer, en privé, un propos stupéfiant pour l'ex-leader d'un pays allié aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre 2001 lui donneront raison. Récapitulons. Sur le terrain, aux abords de New York, des agents apparentés du Mossad se réjouissent, dès l'impact du premier avion, d'un attentat dont ils avaient, selon toute vraisemblance, préalablement eu connaissance. Depuis 1998, leur directeur, Ephraim Alvi, avait servi successivement 3 dirigeants israéliens, tels que Benjamin Netanyahu, Ehud Barak et Ariel Sharon. Ces hommes entretiennent une amitié de longue date avec les principaux responsables de la gestion du WTC, Larry Silverstein, Frank Lovey, Ronald Lauder et Michael Cherkassky. Mieux encore, ils sont également proches du maire de New York à l'époque, Rudolph Giuliani, et, dans une moindre mesure, du commissaire de police de la ville, Bernard Kerik, qui revient justement, fin août début septembre 2001, d'un séjour d'observation en Israël. Le policier, qui précisa à la presse l'absence de bombes dans le WTC, était également celui qui attesta de la découverte du passeport magique, pour ne pas dire intact, d'un pirate de l'air, retrouvé au pied des tours, juste avant leur destruction. Il est aujourd'hui en tôle pour fraude fiscale, suite à un prêt de 250 000 $ effectué par le juif Eitan Wertheimer, richissime et influent homme d'affaires israélien, rencontré lors de sa visite de l'État hébreu. En principe, la préconnaissance détaillée, par des responsables israéliens, d'un attentat contre les tours jumelles aurait permis, à minima, d'atténuer la gravité des pertes humaines. En effet, les hommes visiblement informés, au sommet de l'État israélien, de l'imminence d'un acte terroriste visant le WTC, auraient pu avertir leurs proches,
en charge du site, afin qu'il puisse interdire l'accès au bureau au matin du 11 septembre. Pourtant, malgré le prépositionnement des agents du Mossad, rien n'a été officiellement accompli pour informer, en parallèle, l'autorité portuaire, le maire de New York ou la sécurité du WTC. Une autre hypothèse est, dès lors envisageable, les amis américains des 3 dirigeants israéliens étaient déjà informés de l'imminence de l'attentat, puisqu'ils y ont participé en autorisant, en amont, la préparation de la démolition contrôlée des tours. Ceci expliquerait, par ailleurs, pourquoi ils ont pu, ainsi que leurs proches, échapper miraculeusement à la destruction des gratte-ciel en arrivant en retard dans leur bureau ou en étant retenus ailleurs. La présence de bombes dans les tours jumelles et la connivence entre initiés israéliens et gérants new-yorkais du site sont les 2 éléments clés qui affirment l'hypothèse prudente de la préconnaissance d'un attentat sans implication de Tel Aviv. En effet, sans ces 2 facteurs essentiels, il était possible de valider la théorie selon laquelle les services secrets israéliens auraient vaguement connaissance de la possibilité d'un attentat en raison de leur surveillance ou de leur infiltration des cellules islamistes. Or, les liens politico-affectifs entre les leaders israéliens, nécessairement informés de ce que savait le Mossad et les responsables du WTC, permettent d'aller plus loin et d'envisager la forte probabilité d'une complicité israélo-américaine dans la perpétration d'un meurtre de masse déguisé en opération terroriste. Cette hypothèse explique alors la joie incongrue des jeunes Israéliens interpellés par la police de Rutherford lorsque l'opération avait réussi. Et cette jubilation fut bientôt partagée par la classe politique israélienne. Selon la terrible formule du journaliste juif Aleph Ben, le drame du 11 septembre a été perçu dans les couloirs de Tel Aviv comme un miracle de Hanouka. Désormais, pour assurer la propagande de guerre favorable aux intérêts de l'État hébreu, il fallait garantir le service après-vente, la communication médiatique du mythe de Ben Laden et des 19 pirates de l'air. These look like counterterrorism scenarios, war games developed for the Defense Department. What's scenario 12D? Airline terrorism? That doesn't make sense. What is scenario 12D? We know it's a war game scenario, that it has to do with airline counterterrorism. Why is that important enough to kill for? Because it's no longer a game. If some terrorist group wants to act out this scenario, why target you for assassination? Depends on who your terrorists are. You're absolutely sure that this is the targeted flight? This flight was chosen primarily for its visibility. It's scheduled to pass over Manhattan on its way to Boston. You said they intend to bring this down in the middle of New York City? What if there is no bomb? Well, how are they going to bring it down? The same way a dead man can drive a car. I need to know our flight plan. I'm mapping the data now. You're saying our government plans to commit a terrorist act against a domestic airline? There you go. Indicting the entire government as usual. It's a faction. A small faction. For what possible gain? The Cold War's over, John. But with no clear enemy to stockpile against, the arms market's flat. But bring down a fully loaded 727 into the middle of New York City, and you'll find a dozen tin pot dictators all over the world just clamoring to take responsibility. Liars, your flight's gonna make an unscheduled stop in exactly 22 minutes. Corner of Liberty and Washington. Lower Manhattan. World Trade Center. I'm going to crash the plane into the World Trade Center. I'll tell the flight crew.
Si on vous disait que le 11 septembre 2001 avait inspiré Hollywood jusqu'à aujourd'hui, vous trouverez ça tout à fait logique, que banal. Mais si toutefois, on vient vous dire l'inverse, autrement dit, que Hollywood avait inspiré le 11 septembre 2001, alors là, vous serez probablement sujette à des railleries ou à des sarcasmes, plutôt que de la compréhension. D'autres provenant de la secte parallèle à la pensée unique, celle des zététiciens, défenseurs acharnés de la version officielle, qui invoqueront sans aucune objectivité le concordisme pour prétendre que cela n'a aucune valeur. Des scientistes qui sont persuadés d'être des spécialistes de l'esprit critique et du doute, tout en oubliant de s'interroger sur leurs propres croyances, en essayant de discréditer les sceptiques. Et pourtant, en janvier 1961, un livre phare de la culture française venait de paraître. Best-seller dans le monde entier, mais raillé par la plupart des critiques de l'Hexagone, Le Matin des magiciens, rédigé par le journaliste Louis Pauwels et le scientifique Jacques Bergier, voulait bousculer les croyances contemporaines relatives au passé de la civilisation et aux capacités psychiques de l'être humain. Un chapitre aborda ainsi la question de la mystérieuse relation entre préscience artistique et événements d'actualité. En clair, de nombreux écrivains ont anticipé, à leur insu, des faits historiques de grande ampleur. Exemple célèbre, le naufrage du Titan, roman publié en 1898 et comportant plusieurs similitudes avec les détails relatifs au drame du Titanic en 1912. À propos du 11 septembre, dans des œuvres artistiques antérieures, il n'est pas difficile de trouver des ressemblances, plus ou moins précises, avec les faits survenus. Bien entendu, il ne faut pas inclure tout et n'importe quoi, comme une scène du film au flop retentissant, Au revoir à jamais de 1996, ou encore, un bref passage du film culte de John Carpenter, New York 1997, et le crash de Air Force One, dans l'une des tours jumelles, afin de confirmer les similitudes vis-à-vis des attentats qui auront lieu quelques années plus tard. Voici un bref échantillon. La couverture de l'album, Musique de fête, par le groupe Le Coup d'État, réalisé en juin 2001. La couverture de l'album scène, en direct depuis New York, du groupe Dream Theater, dont la sortie fut programmée, tenez-vous bien, au 11 septembre 2001. Un extrait d'un album de la bande dessinée d'X-Men, publié en 1984 par Chris Claremont, et relatif aux visions d'une télépathe, qui décrit les ruines du WTC au XXIe siècle. L'expiration du passeport de Thomas Anderson, héros de Matrix film de 1999 des frères Wachowski, consacré au rapport entre le système socio-politique, l'illusion, l'éveil et la résistance à la date du 11 septembre 2001. Le titre September, 11e dans la liste, d'un album sorti le 17 juillet 2001, intitulé Out of the Loop, littéralement, ne pas être membre d'un groupe mis au parfum au sujet de quelque chose, et réalisé par un groupe électropop dénommé I Am the World Trade Center. Pure coïncidence, ou simple reflet des capacités mésestimées de l'esprit humain à se projeter dans l'avenir, à chacun de juger. Une chose est certaine, c'est que, contrairement au naufrage d'un paquebot, un événement comme le 11 septembre était le fruit d'une conspiration internationale, qu'elle soit islamiste comme l'affirment les partisans débiles de la version officielle délivrée par l'administration Bush, ou américano-sioniste, selon la thèse défendue par les vrais sceptiques et plus cartésiens. L'affaire enterrée des délits d'initiés relatifs au 11 septembre trahit pourtant une vérité accablante. À travers de nombreuses places boursières, certains individus ont tiré profit de leur connaissance préalable des attentats
en spéculant sur les actions des compagnies directement impactées par la destruction du WTC. La question se pose. À l'instar de ces deux Norvégiens qui ont réalisé un curieux film prétendument prémonitoire sur le 11 septembre, d'autres artistes, factuellement informés des événements à venir, ont-ils discrètement exprimé leur préconnaissance à travers leurs œuvres? Le 4 mars 2001, la chaîne Fox avait diffusé l'épisode pilote d'une série intitulée The Lone Gunmen, les bandits solitaires. Pour les fans, il s'agit là des personnages secondaires et récurrents, extirpés de la série phare des années 90, aux frontières du réel. Une séquence de cet épisode, rédigée par le scénariste Frank Spotnitz, et tournée au printemps 2000, illustrait l'arrivée d'un avion commercial contre une tour du WTC, piloté à distance par une faction désireuse de provoquer une guerre au Moyen-Orient. Dina Glund, l'interprète de Langley, issue du trio des bandits solitaires, avait fait savoir par la suite, en 2005, qu'il n'était pas rare de voir des membres du monde de l'espionnage, tels que la CIA notamment, proposer ouvertement des idées de scénarios lors de soirées passées à Hollywood. Qu'en est-il dans le cas présent? Plus précisément, qui pourrait avoir influencé l'écriture de cet épisode en suggérant le canevas d'une telle histoire? Il est temps d'y voir un peu plus clair. Depuis 1998, pour renouveler ses fictions, la chaîne Fox avait conclu un accord avec la compagnie New Regency Productions, dirigée par un juif bien connu, Arnold Milchan. Richissime producteur d'Hollywood, The Medusa Touch, Brasil, JFK, Fight Club, Noé, cet israélo-monégasque francophile et francophone, domicilié entre autres à Montfort-l'Amaury, proche de Shimon Peres, est également un ancien trafiquant d'armes et un agent secret ou ex-agent secret au service de la force nucléaire de l'État hébreu. Très intéressant, non? De même que Rupert Murdoch, propriétaire ultrationniste du groupe Fox, et justement le juif Ronald Lauder, responsable de la privatisation du WTC. Arnold Milchan figure parmi les donateurs des campagnes électorales de Bibi Netanyahu. Ce dernier lui avait d'ailleurs rendu visite pour le féliciter parce que ce producteur venait de quoi remporter l'Oscar du meilleur film en 2014 pour 12 Years a Slave. En conclusion de cet épisode particulièrement curieux et extrêmement troublant, au vu de tous ces éléments factuels, doit-on imaginer que Ben Laden et Al-Qaïda étaient des amateurs de Hollywood et de ses fictions, ou doit-on admettre que, par ce bref échantillon, Hollywood avait inspiré le 11 septembre 2001 et que cela soulève de drôles interrogations?